Ceci est un avertissement. La peur peut s'éprouver sous de nombreuses formes. Celle de cette histoire s'apparente à de l'effroi concernant ce qui se passe réellement dans notre société. Bien que fictive, cette histoire se dit être entièrement inspirée de faits réels et peut ne pas convenir à tout public. Le thème abordé, bien que tabou, est un véritable fléau. Et ce fléau même est ce qui nourrit la peur. Une peur qui prend aux tripes. Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. La pièce avec le train. Cette histoire n'est pas celle d'un fantôme, ni d'une rencontre avec un étranger effrayant. Il ne s'agit même pas d'une expérience de mort imminente ou de quelque chose de ce genre. En fait, je n'ai jamais été en danger lors de l'événement que je vais vous raconter. Néanmoins, c'est un souvenir effrayant que je garderai en moi jusqu'au jour de ma mort. J'ai grandi dans une petite ville des États-Unis, le genre d'endroit que l'on pourrait à peine qualifier de ville si ce n'était pour le nombre de personnes qui y vivent. Le centre-ville ne s'étendait que sur quelques pâtés de maisons, au milieu desquels se trouvait l'un des plus grands bâtiments de la région. C'était le cinéma local, qui portait le nom de la ville. Je me souviens d'y être allé très jeune, vers l'âge de 7 ans, et d'avoir regardé le premier film Pokémon. Ce n'était probablement rien comparé au cinéma que nous avons aujourd'hui, mais à l'époque c'était énorme pour moi. J'ai adoré ce film. Alors, quand quelques années plus tard j'ai appris que le cinéma allait fermer ses portes, ça m'a rendu très triste. Le bâtiment avait été vendu à un groupe religieux qui l'utilisait pour ses services. Vous connaissez le genre. Musique forte, grande foule, les bras en l'air chantant des prières, certains faisant des crises d'épilepsie sur scène pendant que le pasteur hurle dans un micro. Chaque fois que je passais devant l'ancien cinéma, je voyais les annonces de la congrégation à l'endroit où se trouvaient les affiches de films et s'il y avait une séance, alors on pouvait les entendre chanter de l'autre côté de la ville. Ce groupe a possédé le cinéma pendant près de 10 ans, jusqu'à ce que le gouvernement local rachète le bâtiment afin de le restaurer en tant que monument historique de la ville. À l'époque, j'étudiais la construction avec l'intention de suivre des études d'architecture ou de génie civil à l'université, et ma classe a eu la chance d'être impliquée dans le projet de restauration du cinéma, car 2 de nos professeurs étaient des architectes qui travaillaient sur ce projet. Je me souviendrai toujours du jour où nous sommes allés visiter le vieux cinéma. Notre classe était petite, une poignée d'élèves seulement, mais nous avions tous à peu près le même âge et nous partagions tous des souvenirs d'enfance de l'époque où le cinéma fonctionnait. Nous avons couru dans les couloirs de la salle, nous nous sommes assis sur les chaises comme nous le faisions quand nous étions petits, et nous avons commencé à taper du pied sur le sol en bois, remplissant toute la salle de l'écho de nos tambours et de nos rires, un petit rituel ou quelque chose comme ça que tout le monde faisait juste avant le début du film. Une fois la nostalgie passée, nous sommes revenus à l'objet du voyage, et avons commencé à inspecter le bâtiment. Nous étions très excités parce que c'était une occasion unique d'aller dans des endroits où nous n'aurions jamais été autorisés à aller autrement. Alors nous nous sommes assurés de vérifier chaque coin, chaque pièce. Peu importe la distance. Nous avons donc vérifié tous les coins, toutes les pièces, même les plus éloignées, même les plus obscures. La première que nous avons trouvée se trouvait sous la scène. Dans l'un des coins, il y avait une petite porte, pas très visible, probablement parce qu'elle était réservée au personnel d'entretien. Derrière cette porte, nous avons découvert une longue pièce remplie de chaudières rouillées qui faisait partie de l'ancien système de chauffage qui n'était plus utilisé.
L'endroit était un peu effrayant avec tous ces vieux réservoirs et tuyaux qui encombraient l'espace étroit, mais c'est ce que nous avons trouvé au-delà qui a vraiment commencé à nous effrayer. Cette pièce était petite, très petite. Après tout, il ne s'agissait que de l'espace restant derrière les chaudières. Pourtant, elle contrastait tellement avec le reste de la zone qui l'entourait qu'elle aurait pu provenir d'un endroit complètement différent. Les murs étaient peints d'une couleur claire, blanche je crois, mais je ne m'en souviens pas très bien car ce qui a vraiment attiré mon attention, ce sont les dessins qui s'y trouvaient. Il y avait des arcs-en-ciel, un soleil souriant, des arbres et des fleurs et des petits personnages heureux avec des sourires sur leurs visages et des yeux en pointillés. C'était une garderie. Toute la classe et le professeur se sont rassemblés pour voir la découverte. Nous étions tous très perplexes quant à l'emplacement étrange de cette pièce. D'accord, nous pouvions comprendre qu'il fallait un endroit pour garder les enfants qui étaient trop petits pour être parmi la foule pendant les prières, ou peut-être ceux des personnes qui travaillaient là, mais l'emplacement était tout simplement étrange. La scène était probablement l'un des endroits les plus bruyants de l'auditorium pendant les offices, et cet endroit se trouvait juste en dessous. Il n'y avait donc aucune chance que ce soit un endroit calme pour les enfants. Nous avons quitté la salle des chaudières et avons continué notre visite du cinéma. Un peu perplexe quant à notre découverte, mais sans trop y réfléchir. À l'extérieur de l'auditorium se trouvaient les toilettes, toutes deux en très mauvais état, le kiosque de vente des billets et un immense escalier qui menait à une mezzanine dans l'auditorium. La moitié des sièges de cette mezzanine étaient complètement détruits à cause d'une fuite d'eau dans le toit, et j'ai maudit ces gens de ne pas avoir pris soin du bâtiment comme il se doit. Une fois cette étape franchie, il ne restait plus que la salle de projection au 3e étage. Derrière la billetterie, une porte menait à un escalier en colimaçon. Je ne me souviens pas de sa hauteur, mais il devait y avoir plus de 10 mètres de marche métallique sans le moindre point de repos. Je n'étais pas vraiment un athlète, mais je pouvais marcher plusieurs kilomètres sans problème, et j'allais à l'école et en revenais tous les jours à vélo. Pourtant, lorsque j'ai atteint le sommet de l'escalier, j'étais épuisé. Et je n'étais pas le seul. Tous mes camarades de classe se plaignaient de la difficulté à monter les marches. Après une courte pause pour reprendre notre souffle, nous sommes partis à la découverte du 3e étage. Il s'agissait d'un passage étroit avec quelques divisions pour former des pièces différentes, mais c'était plus que suffisant pour ce quoi il était fait. La première pièce à partir de l'escalier était un dépôt de stockage, probablement là où il gardait les films et autres équipements, et à l'exception de quelques ordures, elle était pratiquement vide. La deuxième pièce était celle que nous étions tous impatients de voir, la salle des projecteurs. La vieille machine était si grande qu'elle était toujours là et il y avait même quelques pièces éparpillées. C'était un véritable morceau d'histoire et nous étions tous ravis de la voir, si bien que personne n'a vraiment pris la peine de passer à la toute dernière salle jusqu'à ce que nous soyons sur le point de partir. Et c'est là que nous l'avons revu. Dans cette salle, il y avait un train au lieu d'un arc-en-ciel. Quelque chose était écrit dessus, en grosses lettres colorées, quelque chose à propos du Christ, je ne m'en souviens pas bien. Les dessins étaient un peu vieux, la peinture légèrement écaillée sur les murs, mais les couleurs étaient aussi gaies qu'on pouvait s'y attendre pour un endroit où les enfants jouent. J'ai eu le cœur serré en réalisant ce qu'était vraiment cet endroit. Celui qui se trouvait derrière les chaudières ayant probablement la même fonction. J'ai remarqué à quel point cette pièce était isolée, littéralement la plus éloignée possible de tout le monde. J'ai pensé aux 3 étages de l'escalier et j'ai imaginé ce que cela aurait dû être pour un enfant de monter jusqu'au bout pour se retrouver dans cette pièce, la pièce avec le train coloré dans le mur. Mes camarades de classe et moi-même avons échangé des expressions horrifiées, car je savais qu'ils pensaient la même chose.
Notre professeur nous confirmera 2 semaines plus tard que 4 prêtres furent arrêtés pour agression sexuelle sur mineurs dans notre ville, mais que l'administration a fait tout son possible pour étouffer l'affaire, notamment à cause de la pression exercée par les parents de ces mêmes enfants qui ne souhaitaient pas que l'affaire prenne de l'ampleur au nom de l'Église. C'est la vraie raison pour laquelle le groupe religieux cessa ses activités. Le projet de restauration n'était qu'un camouflage. Nous n'avons plus jamais visité le cinéma, même si nous avons poursuivi le projet de restauration pendant plusieurs mois et nous n'avons jamais parlé de ces 2 pièces. Les cas d'attouchement dans l'église sont connus de tous au point que le prêtre pédophile est presque un cliché. Mais c'est le genre de choses que l'on croit se produire dans un endroit lointain, dans une autre ville, voire dans un autre pays. On n'imagine jamais que cela puisse se produire dans la ville même où l'on vit, l'endroit où vous avez grandi, dans l'immeuble même où vous avez regardé un film Pokémon à l'âge de 7 ans. Je suis devenu baby-sitter pour une riche famille et j'ai trouvé un ensemble de règles à suivre. Je m'appelle Lionel, j'ai 27 ans et je suis à l'université, en faculté de médecine. Pour des raisons de confidentialité, je ne donnerai pas le nom de ma ville ni d'autres détails personnels, mais sachez que les fantômes, les démons ou tout autre nom que vous leur donnez existent bel et bien. Cette année en particulier, une riche famille a construit un manoir de 3 étages à côté de mon humble petite maison. La famille avait 2 filles et 3 fils, tous âgés de 5 à 20 ans, et 2 chiens bergers allemands. Les parents semblaient vieux et grincheux, tandis que les enfants, je sais que cela peut sembler bizarre, et je n'ai jamais utilisé ce mot pour décrire une personne, avaient l'air carrément méchants. Ils étaient amicaux envers moi et m'ont invité plusieurs fois à me détendre dans leur maison, ce que j'ai apprécié. Un jour, la mère m'a demandé si je pouvais garder leur plus jeune fils pendant qu'ils étaient en vacances. Avec un peu de mal à joindre les 2 bouts avec le prix exorbitant de mon université, j'ai accepté l'offre, puisque le salaire était très élevé, et tout ce que j'avais à faire était de paresser dans la maison toute la nuit. Le jour venu, j'ai pris mon téléphone et mon chargeur et je suis allé chez eux. Il y avait toujours quelque chose qui clochait. C'était propre, cher et luxueux, mais les couleurs n'étaient pas parfaites. Un peu grises et plus sombres que ce que l'on imagine dans un manoir, encore plus sombres que d'habitude. Quand ils sont partis, l'aîné de la fratrie m'a tendu un papier. Je lui ai demandé ce que c'était et il m'a répondu que c'était juste une liste de règles à suivre, rien de bien folichon. Il a insisté sur le fait que je devais donner à la lettre beaucoup d'importance et que je devais l'appeler sur le champ si j'enfreignais une règle. Il est parti me laissant avec beaucoup de questions. Lorsque j'ai entendu le moteur de leur voiture démarrer, j'ai commencé à lire les règles. « Cher Lionel, suivez ces règles mot à mot et n'en enfreignez pas une seule. Si vous le faites, allez vous cacher dans le placard de la chambre principale au 2e étage de la maison et appelez-nous sur le champ. Vous pouvez également vous servir dans tous les réfrigérateurs, mais n'ouvrez aucun d'entre eux entre 2h et 3h du matin. Nous savons que vous pouvez vous occuper d'un bébé, mais les autres règles les plus importantes sont les suivantes. Règle 1. Nous avons laissé tous les chiens à l'extérieur de la maison, dans notre jardin. Si vous apercevez un chien assis à l'intérieur de la maison, abattez-le immédiatement. Il y a un pistolet dans la machine à laver. Ce n'est pas un chien. Règle 2. Si les lumières commencent à vaciller, prenez le bébé et enfermez-vous dans la salle de bain au 3e étage. Si vous ne le faites pas pendant les 20 secondes, vous aurez des hallucinations. Allez dans le placard et appelez-nous. Règle 3. Comme nous l'avons déjà mentionné, n'ouvrez pas le réfrigérateur entre 2h et 3h du matin. Si vous le faites,
Vous n'aurez que 10 secondes pour courir en dehors de la maison. Sinon, vous subirez un sort pire que la mort. Règle 4. Si vous entendez les chiens aboyer tous en même temps, fermez les yeux pendant 10 minutes. Ne vous inquiétez pas, le bébé ira bien. Vous entendrez peut-être renifler autour de vous. Ne bronchez pas. Règle 5. Ne laissez pas le bébé sans surveillance pendant plus de 20 minutes à la fois. Quelque chose vous surveille à tout moment. Les visiteurs pourraient ne pas apprécier cette irresponsabilité. Après avoir lu la note, je me suis blotti dans le canapé du salon et j'ai commencé à me servir un verre de coca lorsque les lumières se sont mises à clignoter. Je me suis arrêté. Mon instinct m'a dit de courir et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le bébé et j'ai couru jusqu'à la salle de bain. Je suis resté debout à côté de la baignoire, immobile, à l'écoute de toute autre agitation, quand j'ai trébuché sur une flaque d'eau en dessous de moi sous la baignoire. Et c'est là que j'ai aperçu une autre note. Voici ce qu'elle disait. Ces gens ne sont pas partis en vacances. Ils sont partis parce que chaque nuit de pleine lune, ils laissent ces règles trompeuses. Certaines d'entre elles, comme la règle 1 et la règle 4, sont destinées à vous tuer. La famille tente de vous offrir en sacrifice à Dieu sait quel démon. J'ai survécu et je suis retourné dans le manoir pour laisser cette note. Les règles sont juste là pour vous réconforter. Quand vous voyez ou entendez des choses étranges, vous ne survivrez pas à l'épreuve. J'ai eu de la chance parce que je n'ai pas lu les règles. La règle 1 m'est arrivée et j'ai survécu. Mais si j'étais vous, je ne prendrais pas de risque. J'ai regardé dehors. C'était une nuit de pleine lune. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu frapper à la porte de la salle de bain. Les règles du centre de kinésithérapie. Salut! Merci de me remplacer durant mes 15 jours de vacances. Je ne te cache pas que j'en avais vraiment besoin. Les journées comportent certaines contraintes assez spécifiques à ce cabinet, et respecter ces dernières tout en menant à bien les tâches habituelles peut être assez énergivore parfois. Ne t'inquiète pas, je t'ai laissé quelques recommandations à appliquer pour que tout se passe bien. S'il te plaît, lis-les attentivement, avant de prendre ton service. Tu verras qu'il n'y a rien d'insurmontable. Il est très agréable de travailler ici, et les patients sont adorables. Tout devrait donc bien se dérouler, à condition que tu appliques le règlement qui suit. Règle numéro 1. Les consultations commencent toujours à 8h30. Essaie donc d'être là assez en avance pour que le cabinet soit frais et rangé à l'arrivée des premiers patients. Ouvre toutes les fenêtres en oscillant battant afin d'aérer les pièces durant au moins un quart d'heure. Ceci n'est pas une question d'hygiène. Le bureau devra être rangé, sans aucun document ou stylo qui traîne. J'insiste sur ce point. L'accueil doit toujours être impeccable. Allume également un bâtonnet d'encens chaque matin. Cela calme les énergies. Autre chose très importante, place toujours une chaise dans le coin gauche à côté de la porte de la salle de soins. Tu comprendras pourquoi en lisant la suite. Règle numéro 2. N'ouvre jamais la porte située tout au fond du couloir. J'ignore ce qui se trouve derrière, mais c'est la recommandation formelle qui m'a été faite lorsque je me suis installé ici. Personnellement, j'évite le plus possible cette zone. Je ressens toujours un malaise profond accompagné d'une lourdeur lorsque je m'en approche. Règle numéro 3. Il se peut qu'un chat famélique vienne se poster devant la fenêtre de la pièce où tu te trouves. Tu le reconnaîtras facilement. Il est gris bleuté aux yeux blancs, aux dents pointues et apparentes, et ressemble à un véritable squelette recouvert d'un duvet rêche. Il poussera des miaulements déchirants pour que tu le laisses entrer, ou pour que tu lui donnes à manger. Je sais qu'il est difficile de laisser pleurer un animal, mais ne nourris jamais ce chat. Ce n'est pas un félin ordinaire. En fait, ce n'est même pas réellement un félin. Ne le laisse pas entrer non plus, quelle que soit la température extérieure. Ceci n'est pas qu'une question d'hygiène. Règle numéro 4.
Monsieur Patel sera toujours ton premier rendez-vous du mercredi et du vendredi matin. Il est très ponctuel et arrive systématiquement à 8h30 précise. Fais très attention à cela et regarde bien l'heure lorsque tu l'entends sonner. S'il se présente après 8h30, sache que ce n'est pas lui, mais quelque chose qui lui ressemble à s'y méprendre. Seule son heure d'arrivée te permettra de les distinguer. Accueille-le comme d'habitude, mais indique-lui d'aller s'installer directement dans la pièce tout au fond du couloir. Rappelle-toi de ne jamais ouvrir toi-même la porte de cette salle. Lui seul le peut. J'ignore comment, mais une fois à l'intérieur, il s'en ira. Règle numéro 5. Ne reste jamais dans la structure durant la pause de midi. Si tu le peux, rentre chez toi. Sinon, trouve un endroit à l'extérieur où tu pourras déjeuner tranquillement. Tu ne devras en aucun cas manger dans les locaux, quelle que soit l'heure. Ceci n'est pas qu'une question d'hygiène. Règle numéro 6. Madame Gomez vient tous les jeudis pour des exercices de rééducation. D'habitude, je ferme toujours la porte dans laquelle se trouvent les patients pour des raisons de confidentialité. Cependant, elle te demandera expressément de ne pas le faire, car elle ne veut pas rester seule avec lui. Ne cherche pas à la raisonner et fais simplement ce qu'elle te demande. Règle numéro 7. Au cours de ta journée, il se peut que tu sentes un regard lourd peser sur toi. Tu percevras parfois aussi une respiration lourde et un peu sifflante. Tu seras la seule à l'entendre. Les patients ne le peuvent pas. Ce son émanera du coin gauche à côté de la porte, précisément à l'endroit où tu as placé la chaise. Tu n'as pas oublié, n'est-ce pas? N'aie crainte et continue ton travail comme d'habitude. Après quelques minutes, le visiteur finit toujours par partir. Règle numéro 8. Les rendez-vous apparaissent toujours de différentes couleurs dans le logiciel suivant la nature des soins. Tu verras très vite que l'interface est simple à utiliser et que tu ne devrais pas avoir de problème pour attribuer le bon motif à chaque consultation. Cependant, si tu reçois un appel pour un rendez-vous après 22 heures, la case du créneau horaire correspondant te teintera automatiquement de noir. Ne cherche pas à la changer. Ceci est normal. Je sais que le cabinet ne prend normalement plus de patients après 19 heures, mais les personnes qui te feront cette demande souhaiteront absolument un rendez-vous avec le docteur Ankylos. Note-le dans l'agenda et ne cherche surtout pas à te préoccuper du reste. Règle numéro 9. Comme je te l'ai dit au début, je souhaite que l'accueil soit toujours impeccable. Aussi, je te demanderai de passer l'aspirateur chaque soir avant de partir et de désinfecter tous les objets et toutes les surfaces ayant été touchées. Je sais que cette recommandation peut paraître superflue tant elle va de soi, mais fais-moi confiance. Ceci n'est pas qu'une question d'hygiène. Les énergies ont besoin d'être évacuées de toutes les manières possibles. Dans le cas contraire, il se pourrait que l'encens que tu allumeras le lendemain matin ne suffisent pas à les apaiser. Je te remercie encore une fois du fond du cœur pour ce service que tu me rends, et c'est bien sûr à charge de revanche. Je commençais à désespérer de trouver quelqu'un. Étonnamment, malgré le cadre de travail agréable et des patients courtois, mes remplaçants ne reviennent jamais. Cécilia, le chat est rentré. Je l'ai pas fait exprès, j'ai ouvert complètement la fenêtre pour aérer au lieu de faire comme tu m'as dit. Je me suis cachée dans la pièce du fond. Je sais que j'aurais pas dû, mais t'aurais dû voir le regard qui me lançait. J'ai paniqué. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? S'il te plaît, rappelle-moi vite. Comment faire pour que ma copine arrête cette fâcheuse habitude? Je sors avec ma copine depuis presque 1 an, et le mois dernier, nous avons emménagé ensemble. C'est peut-être un peu rapide, je ne sais pas. Mes parents, eux, ont trouvé que c'était rapide. Mais honnêtement, tout allait bien au début. Nous nous entendions très bien, et nous n'avons jamais eu plus qu'une brève dispute. Mais elle a commencé à siffler. C'est tellement bête, je sais,
Mais elle siffle toujours cette chanson bizarre et ça me tape sur les nerfs. Ma mère n'arrêtait pas de me dire qu'une fois que tu emménages avec quelqu'un, tu découvres toutes les bizarreries qu'il te cachait. Et ce n'est pas comme si je ne m'attendais pas à ce que ça soit vrai. Mais pour une raison ou une autre, c'est un problème permanent entre nous, et je ne sais pas quoi faire. Au début, je l'entendais simplement siffler lorsqu'elle prenait sa douche. C'était plutôt mignon, un peu comme sa petite chanson thème de la salle de bain. Je ne reconnaissais pas la mélodie, mais elle était très distincte. Je pouvais l'imiter de mémoire si je le voulais. En fait, parfois elle reste dans ma tête et me rend un peu fou. Vous voyez le genre. Au bout d'une semaine, je lui ai demandé de quelle chanson il s'agissait, et elle s'est mise à rire. Je me demande si elle ne l'a pas inventée toute seule, quelque chose qu'elle ferait par distraction, surtout quand elle a commencé à le faire plus souvent. Je lisais un livre, elle était sur l'ordinateur et elle se mettait à siffler. Et j'ai essayé de l'ignorer. Je me sens vraiment comme un con d'être si grincheux à ce sujet, et je sais qu'elle ne le faisait pas pour m'ennuyer. Mais elle n'arrêtait pas de siffler, et cela détournait mon attention de ce que j'étais en train de faire. J'ai donc fini par dire quelque chose il y a quelques nuits. J'étais en train de réviser des documents juridiques pour le travail, et elle s'est mise à siffler comme une folle, encore et encore. J'essaie de faire abstraction, mais c'est vraiment excessif. Je sais que vous pensez probablement que je réagis de manière excessive, mais j'avais l'impression qu'elle sifflait directement dans mes oreilles, et cela a mis à mal mes derniers instants de patience. Aussi calmement et gentiment que possible, je l'ai appelée, et lui ai demandé de se calmer. Elle n'a pas répondu. J'ai donc quitté la chambre et je l'ai trouvée dans le salon, en train de regarder un film. Elle ne sifflait plus, et pour une raison que j'ignore. Cela m'a vraiment irrité. J'avais l'impression qu'elle se moquait de moi. Elle m'a regardé comme si elle ne savait pas de quoi je parlais. Je lui ai demandé si elle pouvait arrêter de siffler autant, et elle m'a répondu qu'elle ne sifflait pas. Je comprends qu'elle ne se rende pas compte de ce qu'elle fait, mais personne ne siffle autant sans s'en apercevoir. Ce n'est pas vraiment son genre de m'embêter comme ça et je ne sais pas ce qu'elle essaie d'en tirer. Je pensais qu'elle était peut-être en train de me taquiner ou de me faire une blague, et elle a dû voir à quel point j'étais énervé. Je lui ai demandé à nouveau de ne pas siffler si fort, mais elle n'a pas répondu cette fois-ci. Il y avait de la tension dans la pièce, et j'avais l'impression que c'était notre première dispute depuis que nous avions emménagé ensemble. Même si elle n'a pas sifflé le reste de la nuit, je n'ai pas pu me concentrer sur mon travail parce que j'étais bouleversé par cette confrontation. Bien sûr, la nuit suivante, elle a recommencé à siffler. Je l'entends lorsqu'elle rentre du travail et elle continue pendant au moins 1 heure. Je ne voulais pas me disputer à nouveau, alors je suis resté dans la chambre à coucher et je l'ai écouté bouger pendant un moment. J'avais l'impression d'exagérer les choses, mais honnêtement, est-ce si difficile de ne pas siffler tout le temps ? Ce n'était pas grave quand c'était de temps en temps, mais j'ai l'impression qu'elle siffle plus souvent qu'elle ne me parle plus. Je suis donc assis dans ma chambre, en train de penser à ça, et c'est probablement pour ça que j'étais énervé quand je suis finalement descendu. Elle préparait le dîner, ce qui est gentil, mais elle sifflait encore. Alors j'ai dit doucement « Chérie, on devrait peut-être mettre de la musique à la place, pour que tu n'aies pas à remplir le silence avec tes sifflements. » J'ai essayé de faire semblant de plaisanter, mais je savais qu'elle ne s'y tromperait pas et qu'elle s'énerverait à nouveau. Elle ne s'est même pas retournée pour me faire face. Elle s'est contentée de souffler et de continuer à cuisiner. Au bout d'1 minute, je lui ai dit que j'étais désolé pour l'autre soir, mais que le sifflement me dérangeait, et que si elle pouvait essayer de ne pas siffler autant et aussi fort, cela me faciliterait beaucoup la vie. J'ai l'impression d'avoir été juste. Je sais que cela vous semble contrôlant et pointilleux, mais cela me dérangeait beaucoup. Nous avons tous nos trucs, vous savez. Par exemple, j'essaie de ne pas mâcher bruyamment à table, parce que je sais que cela dérange. Alors pourquoi ne pourrait-elle pas arrêter de siffler parfois pour moi ? Mais elle a complètement paniqué. Elle s'est retournée et m'a dit qu'elle ne sifflait pas, et qu'elle ne savait pas quel était mon problème. À ce stade, je ne comprends pas pourquoi elle fait ça. Ce n'était manifestement pas drôle pour nous deux, et elle semblait sincèrement contrariée.
Alors je ne sais pas pourquoi elle continuait à me provoquer. Je lui ai demandé ce qu'il en était, pourquoi elle était sur la défensive à cause de ce sifflement stupide, et elle m'a dit de me taire. Elle m'a dit qu'elle en avait assez d'en parler, comme si c'était moi qui n'étais pas raisonnable. Je ne me fâche jamais contre elle. Mais j'ai craqué. Je lui ai dit d'arrêter de siffler avant de perdre la tête. Elle m'a traité de fou juste parce que je m'énervais un peu, et d'une certaine manière, c'est tout ce que j'ai pu supporter. J'ai attrapé une des casseroles en fonte de la cuisinière et je l'ai balancée sur sa tête aussi fort que j'ai pu. Elle est tombée et s'est écrasée la tête sur le comptoir, mais j'ai relancé la casserole avant qu'elle ne touche le sol. Je pense que je l'ai frappée 3 ou 4 fois après ça. Je ne me souviens pas. Mais je me sens horriblement mal. Il y avait du sang partout et sa mâchoire était peut-être cassée. Non, je pense que c'est sûr, elle était cassée. Je n'arrivais pas à croire que j'avais perdu mon sang-froid comme ça, et je n'ai aucune idée de pourquoi j'ai pu faire ça. J'ai tellement honte d'avoir laissé les choses devenir physiques. Mais c'est elle qui m'a provoqué. Mais voilà le pire. Elle est toujours en train de siffler, putain. Je lui ai demandé gentiment d'arrêter, mais maintenant elle ne veut même plus s'arrêter. Cela fait 2 jours qu'elle est allongée sur le sol de la cuisine, les yeux révulsés et la bouche ouverte, marinée dans du sang figé, et elle est toujours en train de siffler. Je ne sais pas quoi faire. Je ne veux pas rompre, mais c'est trop. J'ai juste besoin qu'elle se taise. Qu'elle se taise. Ferme-la, ferme-la, ferme-la! Poupée. J'ai soigneusement réparé la robe du mannequin, veillant méticuleusement à ce qu'elle ne soit pas froissée. Puis je l'ai replacée avec délicatesse sur la vitrine. Chaque pli devait être parfait, car l'apparence du magasin dépendait de ces détails. Ma femme et moi tenions un petit magasin de vêtements spécialisé dans le style Lolita, une mode qu'elle adorait passionnément. Elle passait des heures à choisir les tissus, à dessiner des modèles et à organiser des événements pour les amateurs de ce style. Malheureusement, elle est décédée l'année dernière, laissant un vide immense dans ma vie et dans notre boutique. Maintenant, je suis là, poursuivant son rêve pour elle, tentant de maintenir vivante cette passion qui l'animait tant. Alors que je terminais de disposer la robe, la cloche de la porte a retenti, interrompant mes pensées. Je me suis retourné pour voir ma cliente la plus précieuse, celle qui venait régulièrement et partageait avec ma femme cette même passion pour le style Lolita. « Bonjour, mademoiselle Alice !» J'ai souri à la jeune fille en fauteuil roulant. « Bonjour, Anthony, tu vas bien ?» Alice avait les mains croisées sur ses genoux et regardait autour d'elle, son regard se promenant sans vraiment se fixer sur quelque chose. Elle avait toujours cet air indifférent sur le visage, une expression qui ne la quittait jamais, comme un masque qu'elle portait en permanence. Maintenant que j'y pense, je ne l'ai jamais vue sourire, même après toutes ces années de fréquentation. Elle semblait habitée par une mélancolie silencieuse, une tristesse que personne n'avait jamais réussi à percer. Elle ne parlait jamais. Anthony, son père, disait que c'était parce qu'elle était trop timide. Mais parfois je me demandais s'il n'y avait pas autre chose, un secret plus profond qui la retenait dans son silence. Elle portait une robe bleue, avec des froufrous au bout de la jupe et des manches bien gonflées, une tenue qui accentuait son apparence délicate. Ses cheveux noirs, soyeux et impeccablement lissés, lui tombaient jusqu'à la taille, encadrant son visage pâle et mystérieux. 2 nœuds blancs retenaient une partie de ses cheveux en arrière, ajoutant une touche d'innocence enfantine à son allure. À bien y réfléchir, elle ressemblait vraiment à une poupée, figée dans une posture gracieuse, immuable et énigmatique. Une énigme vivante que personne n'avait encore résolue. « Tu aimes celle-là, ma chérie ?» Il s'agenouilla, tirant la robe violette devant elle. Elle acquiesça,
et il prit la robe à sa taille en la drapant sur son bras. Ils ont continué à faire les magasins et elle a gardé la tête baissée. Après environ 30 minutes, Anthony est venu avec 10 robes suspendues à son bras. On te prend tout ça. J'ai commencé à préparer les tenues à la caisse quand soudain Anthony prit la parole, tout en agissant comme s'il avait eu une sorte de révélation. Oh, j'ai oublié mon portefeuille dans la voiture. Je reviens tout de suite. Ne bouge pas, Alice. Il a commencé à se diriger vers la voiture, mais je l'ai un peu taquiné. « Oh, Anthony, tu as peur qu'elle s'enfuie ou quoi ?» Anthony m'a regardé d'un air las avant de laisser échapper un rire nerveux. Non, bien sûr. J'en ai pour un instant. Il a hésité et a regardé Alice. Je jure que cela m'a paru une éternité avant qu'il ne se détourne et ne se dirige enfin vers la sortie. Alors qu'il sortait du magasin, j'ai adouci mon regard vers elle et j'ai voulu dire quelque chose, mais je me suis retenu. Honnêtement, je n'étais pas sûr de ce qu'il fallait dire. Ses yeux se sont finalement levés vers les miens et je lui ai souri gentiment. Mais il n'y avait pas de vie dans ses yeux. J'ai avalé ma salive et j'ai tenté ma chance. « Alice, es-tu heureuse à la maison ?» Elle ne répondit pas et j'attendis encore quelques instants, sachant qu'Anthony allait revenir d'un moment à l'autre. « Alice, est-ce que tu te sens en sécurité chez toi ?» Ses yeux se sont écarquillés soudainement, et j'y ai enfin vu un peu de vie pour la première fois. Une étincelle d'émotion traversa son regard habituellement impassible. Son comportement a radicalement changé en un instant. Ses yeux étaient remplis de peur, et ses lèvres se mirent à trembler. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans cette transformation, comme si elle avait été frappée par une terreur invisible. Je connaissais Alice depuis des années. Elle marchait, elle courait et elle s'est retrouvée dans un fauteuil roulant. Elle parlait, elle rigolait, mais maintenant elle se tait. J'ai attendu, le cœur battant, qu'elle ouvre la bouche, espérant qu'elle rompe enfin le silence qui l'entourait depuis si longtemps. Ses lèvres encore tremblantes s'entr'ouvrirent lentement, et ce que je découvris me glaça le sang. Elle n'avait plus de langue. Monsieur Tout-le-Monde. Avez-vous déjà ressenti la solitude, ce sentiment si atroce et qui vous rend si faible que vous avez l'impression que votre vie perd de son sens? Avez-vous déjà été seul au point de vous sentir détesté, haï par tout le monde entier, sans arriver à comprendre pourquoi? Moi, je ressens ça chaque jour de mon existence. Je me lève le matin, seul. Je me couche le soir, encore plus seul. Et surtout, chaque jour, je me sens comme un fantôme vis-à-vis des autres. Je pourrais être mort, personne ne le remarquerait. On trouve la vie fade et sans intérêt quand on est aussi seul que je le suis. La solitude nous pousse même à être atroces envers les autres. On en arrive à les détester. Pourquoi ne nous aiment-ils pas? Pourquoi nous ignorent-ils de la sorte? Qu'avons-nous fait pour subir ce triste sort? Je m'appelle Normand Weimer et j'ai 31 ans. À vrai dire, je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec une femme. Peut-être parce que je n'ai jamais réellement osé parler avec l'une d'entre elles. Cela m'effraie affreusement. De toute façon, aucune femme ne veut de moi. Je suis trop banal, trop ennuyant pour qu'elle puisse vouloir de ma compagnie. Tous les soirs, je rêve de me réveiller aux côtés d'une belle demoiselle, une grande brune de préférence, qui saurait me montrer que je ne suis plus seul. Je l'entends presque me dire « J'ai envie de toi, Normand. Je t'aime, Normand. » Seulement au réveil, elle n'est plus là. La sensation de ses mains contre mon visage, de ses cheveux caressant mon torse, je ne la sens même plus. Je me réveille alors terriblement seul. Les quelques instants où je ne suis plus vraiment livré à moi-même, c'est durant mes journées de travail. J'y tiens un misérable poste d'ouvrier, m'exténuant pour un patron qui ne sait même pas que j'existe.
J'exécute tous les jours, durant 9 longues heures, les mêmes gestes et mouvements, telle une machine. Je déteste ma vie. Il y a des jours où, quand je suis sur la route pour rentrer chez moi, je m'assois sur un banc, au bord d'un trottoir, et pendant une vingtaine de minutes, je regarde les gens vivre. J'admire surtout les jeunes femmes qui passent une par une devant moi. Certains me lancent un petit regard en coin, d'autres préfèrent tracer leur route, essayant à tout prix de m'éviter. Mais parmi elles, il y en a une qui a fait chavirer mon cœur. Elle s'appelle Elena. Elle travaille dans un café-bar à 2 pas de chez moi. Tous les jours, vers 18h55, je m'installe à la fenêtre de ma chambre, d'où je peux la regarder sortir. Je l'admire dans cette belle petite robe noire qu'elle porte régulièrement, observant la danse de ses longs cheveux bruns volant au vent. Cela fait maintenant 2 ans que je l'épie chaque soir, sans jamais oser l'aborder. Elle ne sait même pas que j'existe. Et même si c'était le cas, elle n'arriverait pas à savoir tout ce que je ressens pour elle, tout ce que j'aimerais lui faire, ces baisers que je déposerai dans son cou, ces caresses que je ferai dans ses cheveux. Je passe mon temps à rêver du jour où je pourrais, aussi court que cet instant soit, lui dire quelques mots. Mais à un moment, il faut bien se lancer. Rentrant du travail, croisant la route de dizaines d'inconnus, j'étais déterminé à aller lui parler. Je répétais tout le long de ma route les mots que j'utiliserais. Son prénom trottait dans ma tête, et mon cœur battait à toute allure. Je ne sentais plus mes jambes, et chaque foulée était une vraie torture. Tous ces pas que je faisais me rapprochaient d'elle. Je suis arrivé devant son bar à 18h50, 5 petites minutes avant qu'elle n'en sorte. 5 minutes au goût d'éternité. À chaque ouverture de la porte, j'oubliais ma respiration fébrile. Toutes les silhouettes m'apparaissaient comme la sienne. Je scrutais ma montre, attendant désespérément que la petite aiguille s'arrête sur le 55. À la seconde près, la porte s'est ouverte et Elena est sortie. Mon regard a timidement croisé le sien. « À toi de jouer, Normand. »« Bonjour, mademoiselle. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Normand Weimer et je voulais vous inviter à boire un verre avec moi. » Heureusement, elle ne s'est pas débattue. Après une longue journée de travail, je m'apprête à rentrer chez moi, rangeant frénétiquement mes affaires. Je souhaite une bonne soirée à mes collègues avec une assurance exceptionnelle et prends la route pour rentrer à mon appartement. J'arrive enfin à ma porte d'entrée, j'enfonce les clés dans la serrure et j'entre. « Bonjour chérie, je suis rentré !» Je pose mes affaires sur une table avant de m'asseoir à côté d'elle sur le canapé. Je glisse ma main autour de sa taille, dépose un baiser sur sa joue. Elle est magnifique et son sourire exprime une joie que je n'aurais jamais cru voir. « Tu as passé une bonne journée ? Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. » Je prends mon sac et en sors une belle robe. Une robe qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa robe noire, celle qu'elle portait quand elle travaillait encore au bar. Sa robe est trop tachée pour qu'elle puisse la reporter, alors j'ai pensé que ça lui ferait plaisir d'en avoir une neuve. Je lui tends l'habit, mais après plusieurs secondes d'indifférence de sa part, je la lui pose sur les jambes. Je fais attention à éviter le sang. « J'espère qu'elle te plaît, j'aimerais beaucoup te voir avec ce soir. » Malheureusement, elle n'est plus en capacité de me répondre. « Je t'aime, Elena. » Mes nuits à l'hôtel. Je suis veilleur de nuit en hôtellerie dans un 4 étoiles style art déco classé. J'y travaille depuis bientôt 2 ans en mode pépère, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce métier. J'aime glander et bosser solo. Et j'ai un tempérament naturel nocturne, toujours plus énergique la nuit que le jour. Et finalement, je n'aime pas le contact humain prolongé. On va dire que je peux porter un masque pendant une certaine durée, mais au bout d'un moment, le masque tombe pour révéler le misanthrope que je suis. Et ce n'est pas très bon niveau business. Pour vous introduire la chose, j'ai un credo. Première fois, accident. Deuxième fois, coïncidence. Et troisième fois, sabotage.
Et une troisième fois s'est produite il y a peu sur mon lieu de travail, et pendant mon service qui plus est. Un suicide. Encore. Et oui, mes amis, 3 gens se sont butés en un peu plus d'1 mois dans l'hôtel où je bosse, alors que je veillais sur eux. Alors bon, forcément, les flics ont fini par se dire « What the fuck ?» et ont commencé une enquête, donc j'ai été interrogé. Que pouvais-je dire? Les gars semblaient normaux, rien de spécial, toujours seuls. Et justement, c'était ça le hic pour eux. Ils semblaient surpris que les personnes soient venues seules à la base, et ils ont commencé à me demander si j'avais vu des gens sortir ou rentrer vers telle ou telle heure pendant les nuits où ces gens sont passés à l'acte. Mais non, personne, j'ai dit. D'après ce que j'ai appris des femmes de chambre, essentiellement, le premier a été retrouvé pendu avec sa ceinture, et les 2 autres les poignets entaillés dans la baignoire. Les pauvres, quand j'y pense, c'est pas comme si leur taf était déjà pas glauque à la base. De ce que je savais de ces clients, ils étaient pour la plupart habitués. Tout du moins, ils avaient tous les 3 séjourné plus d'1 fois dans l'hôtel. J'ai fait quelques recherches sur le logiciel de réservation. 2 d'entre eux étaient VRP et passaient régulièrement. Le 3e, lui, par contre, avait des réservations irrégulières. Une première, il y a 2 ou 3 mois, puis successivement 1 fois par semaine jusqu'à son suicide. Alors j'ai visité les pioles en question, au nombre de 3. Mais rien d'alarmant. Surtout, autre précision, ma mère est voyante et sorcière de profession, donc le paranormal me fait pas trop flipper. Je me disais si ça craint le fantôme de mes 2, je lui envoie un exorciste de chaque religion et il comprendra que cette dimension n'est pas la sienne. Les chambres sont sobres, avec un blanc dominant sur des stickers rouges dessinant la cathédrale de la ville où l'hôtel se situe. Moquette grise à motifs, meubles en contreplaqué, literie confortable, télé, bouilloire, tout le tintouin normé par la chaîne hôtelière. J'aime bien cet hôtel car il me rappelle Shining. Mais vraiment rien. Pas de froid ou d'objets bougeant seuls ou un quelconque bruit. Nada. J'en ai parlé avec un collègue qui avait croisé le 3e client. Et justement, il avait calculé un truc étrange chez le type. Le gars semblait faire une fixette sur une chambre. Et une chambre en particulier, la 401. La plus spacieuse des 3. Alors j'ai fait des recherches sur le passé de l'hôtel, et rien. Quand même, pour un vieil établissement, il y avait forcément dû se passer un truc glauque au moins 1 fois. Ça aurait étayé la thèse du paranormal qui germait doucement mais sûrement dans mon cerveau. Mais rien d'insolite jusqu'au récent suicide. J'ai donc décidé de tenter de passer une nuit dans la chambre 401 pour en avoir le cœur net. Le seul truc que j'espérais, c'était de ne pas tomber sur un démon du type possesseur qui justement pousserait les personnes à se buter par sadisme. J'avais justement un mélange fait par ma mère prévu pour éloigner ce type d'esprit. Son truc fonctionne normalement. Alors j'ai fumé un joint. Je me suis calé devant YouTube sur mon ordi et j'ai attendu. Jusqu'à m'endormir. Et en plein sommeil, d'un coup, la couette a volé. Mes fringues ont glissé sur ma peau. J'étais paralysé. Impossible de lutter de quelque manière que ce soit. C'est là que j'ai senti les mains. Des dizaines de mains qui me caressaient doucement partout. C'est pas si désagréable, mais la sensation d'impuissance était forte. J'ai laissé faire. J'étais forcé au plaisir. Je n'ai pas senti que des mains d'ailleurs. Des langues se sont rajoutées par la suite. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette entité m'a fait beaucoup de plaisir. Elle m'a pelotté, et elle m'a fait atteindre le nirvana sexuel. Puis elle m'a laissé hagard de plaisir sur le pieu. Je n'avais jamais pris un tel pied. À la fin, une voix a résonné doucement dans ma tête, alors que j'étais en train de m'en remettre sur le lit. Une voix de femme chuchotant « Viens, rejoins-moi, je te donnerai plus. » Oui, j'avoue. J'avoue que l'envie m'a pris de me tuer. De me tuer pour rejoindre cette chose et prendre un panard encore plus grand. Mais non, ce truc, ce n'est pas un fantôme. Elle se rapproche plus de la succube ou d'une nymphe ou d'un truc du genre. J'ai résisté. Depuis cette nuit, l'entité vient me retrouver au cœur de la nuit de manière complètement anarchique. Alors que je travaille, l'entité se saisit de moi puis tente de me séduire pour que je la suive dans l'au-delà. Les autres clients ont dû céder, mais pas moi.
J'ai demandé de l'aide à ma mère en lui décrivant le dossier. Et elle a donc également passé une nuit dans la 401. Mais à elle, rien ne lui est arrivé. De plus, elle dit ne rien sentir et s'est même permise une ironie sur ma santé mentale. Merci maman. À tous les coups, son truc c'est du flan. Et j'ai tout gobé toutes ces années. Mais tout ce qui m'arrive, c'est la pure vérité. Rien que l'autre fois, pas plus tard qu'il y a 3 jours, je faisais la mise en place de la salle du petit déjeuner et l'entité est montée d'un cran dans sa tentative de persuasion. Elle m'a soulevé du sol, m'a à moitié dessapé, m'a plaqué contre le mur et m'a littéralement... Non, je peux pas vous le dire. En tout cas, j'ai explosé de plaisir et elle n'a pas arrêté de me chuchoter des mots. Viens, rejoins-moi. Tu auras plus, tellement plus, je te le promets, le paradis. Je ne sais plus quoi faire. Si vous avez des conseils ou de l'aide, je prends. Je ne peux pas quitter mon job. J'ai déjà peiné pour l'obtenir. Misanthrope que je suis, m'insérer professionnellement a été difficile pour moi. Démissionner est hors de question. J'ai peur de céder à son prochain appel et de ne pas survivre à mes prochaines nuits à l'hôtel. Les expériences russes sur le sommeil. À la fin des années 1940, des chercheurs russes ont maintenu 5 personnes éveillées pendant 15 jours, à l'aide d'un stimulant expérimental à base de gaz. Ils ont été maintenus dans un environnement scellé, afin de surveiller attentivement leur consommation d'oxygène pour que le gaz ne les tue pas, puisqu'il est toxique à haute concentration. Comme il n'y avait pas encore de caméras en circuit fermé, ils n'avaient que des microphones et des fenêtres en verre de 5 pouces d'épaisseur, de la taille d'un hublot, pour les surveiller. La chambre était équipée de livres, de lits de camp pour dormir, mais pas de literie, d'eau courante et de toilettes, et de suffisamment de nourriture séchée pour les 5 pendant plus d'1 mois. Les cobayes étaient des prisonniers politiques, considérés comme des ennemis de l'État pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout se passe bien pendant les 5 premiers jours. Les sujets ne se plaignent guère car on leur a promis faussement qu'ils seraient libérés s'ils se soumettaient au test et ne dormaient pas pendant 30 jours. Leurs conversations et leurs activités ont été surveillées et il a été noté qu'ils continuaient à parler d'incidents de plus en plus traumatisants dans leur passé et que le ton général de leur conversation prenait un aspect plus sombre après le 4e jour. Au bout de 5 jours, ils ont commencé à se plaindre des circonstances et des événements qui les avaient conduits là où ils se trouvaient et ont commencé à faire preuve d'une grave paranoïa. Ils ont cessé de se parler et ont commencé à chuchoter alternativement au microphone et au hublot à miroir sans teint. Curieusement, ils semblaient tous penser qu'ils pourraient gagner la confiance des expérimentateurs en livrant leurs camarades, les autres sujets en captivité avec eux. Les chercheurs ont d'abord soupçonné qu'il s'agissait d'un effet du gaz lui-même. Au bout de 9 jours, le premier d'entre eux s'est mis à crier. Il a couru le long de la chambre en criant à tue-tête pendant 3 heures d'affilée. Il a continué à essayer de crier, mais n'a pu produire que des grincements occasionnels. Les chercheurs ont supposé qu'il s'était physiquement déchiré les cordes vocales. Le plus surprenant dans ce comportement, c'est la réaction des autres captifs, ou plutôt leur absence de réaction. Ils ont commencé à chuchoter au microphone jusqu'à ce que le 2e captif se mette à crier. Les 2 captifs qui ne criaient pas ont démonté les livres, les ont enduits page après page de leurs propres excréments et les ont collés calmement sur les hublots en verre. Les cris ont immédiatement cessé. Il en va de même pour les chuchotements au microphone. Après 3 jours supplémentaires, les chercheurs ont vérifié les microphones toutes les heures pour s'assurer qu'ils fonctionnaient, car ils pensaient qu'il était impossible qu'aucun son ne soit émis avec 5 personnes à l'intérieur. La consommation d'oxygène dans la chambre indiquait que les 5 personnes devaient être encore en vie. En fait, elle correspondait à la quantité d'oxygène consommée par 5 personnes lors d'un exercice physique très intense. Le matin du 14e jour, les chercheurs ont fait quelque chose qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas pour obtenir une réaction des captifs. Ils ont utilisé l'interphone à l'intérieur de la chambre, dans l'espoir de provoquer une réaction des captifs dont ils craignaient qu'ils ne soient morts ou qu'ils ne soient des légumes. Ils ont annoncé « Nous ouvrons la chambre pour tester les microphones.
Éloignez-vous de la porte et allongez-vous sur le sol où vous serez abattu. Si vous vous conformez à cette règle, l'un d'entre vous sera immédiatement libéré. À leur grande surprise, ils ont entendu une seule phrase prononcée d'une voix calme. Nous ne voulons plus être libérés. Un débat s'engage entre les chercheurs et les forces militaires qui financent la recherche. Dans l'impossibilité de provoquer d'autres réactions par l'interphone, il a finalement été décidé d'ouvrir la chambre à minuit le 15e jour. La chambre a été vidée du gaz stimulant et remplie d'air frais et immédiatement des voix provenant des microphones ont commencé à s'élever. 3 voix différentes ont commencé à supplier, comme si elles imploraient la vie d'être chère et de remettre le gaz en marche. La chambre a été ouverte et des soldats ont été envoyés pour récupérer les sujets d'expérience. Ceux-ci se mirent à crier plus fort que jamais, et les soldats firent de même lorsqu'ils virent ce qu'il y avait à l'intérieur. 4 des 5 sujets étaient encore en vie, même si personne ne pouvait à juste titre qualifier l'état dans lequel ils se trouvaient de vie. Les rations alimentaires du 5e jour n'avaient pas été touchées. Des morceaux de viande provenant des cuisses et de la poitrine d'un sujet mort ont été introduits dans le drain au centre de la chambre, bloquant le drain et permettant à 15 cm d'eau de s'accumuler sur le sol. Il n'a jamais été possible de déterminer avec précision la proportion de sang dans l'eau qui s'est accumulée sur le sol. Les 4 sujets survivants ont également été amputés d'une grande partie de leurs muscles et de leur peau. La destruction de la chair et la mise à nu des os au niveau du bout des doigts indiquent que les blessures ont été infligées avec la main, et non avec des dents comme les chercheurs l'avaient d'abord pensé. Un examen plus approfondi de la position et des angles des blessures indique que la plupart d'entre elles, si ce n'est toutes, ont été auto-infligées. Les organes abdominaux situés sous la cage thoracique des 4 sujets avaient été enlevés. Le cœur, les poumons et le diaphragme sont restés en place, mais la peau et la plupart des muscles attachés aux côtes ont été arrachés, exposant les poumons à travers la cage thoracique. Tous les vaisseaux sanguins et les organes sont restés intacts. Ils ont simplement été retirés et posés sur le sol, se déployant en éventail autour des corps éviscérés, mais encore vivants des sujets. On pouvait voir le tube digestif des 4 sujets en train de digérer de la nourriture. Il est rapidement apparu que ce qu'ils digéraient était leur propre chair qu'ils avaient arrachée et mangée au fil des jours. La plupart des soldats étaient des agents spéciaux russes de l'installation, mais beaucoup d'entre eux ont refusé de retourner dans la chambre pour en retirer les sujets d'expérience. Ils ont continué à crier pour qu'on les laisse dans la chambre et ont tour à tour supplié et exigé que le gaz soit remis en marche, de peur qu'ils ne s'endorment. À la surprise générale, les cobayes se sont battus avec acharnement pour sortir de la chambre. L'un des soldats russes est mort après s'être fait arracher la gorge. Un autre a été gravement blessé en se faisant arracher les testicules et en se faisant sectionner une artère de la jambe par l'une des dents du sujet. 5 autres soldats ont perdu la vie si l'on compte ceux qui se sont suicidés dans les semaines qui ont suivi l'incident. Au cours de la lutte, la rate de l'un des 4 sujets vivants s'est rompue et il s'est vidé de son sang presque immédiatement. Les chercheurs médicaux ont tenté de l'endormir, mais cela s'est avéré impossible. On lui a injecté plus de 10 fois la dose humaine d'un dérivé de la morphine et il s'est battu comme un animal acculé, brisant les côtes et le bras d'un médecin. On a vu son cœur battre pendant 2 bonnes minutes après qu'il se soit vidé de son propre sang, au point qu'il y avait plus d'air que de sang dans son système vasculaire. Même après avoir cessé de battre, il a continué à crier et à s'agiter pendant 3 minutes, s'efforçant d'attaquer toute personne à sa portée et répétant sans cesse le mot « plus », de plus en plus faiblement, jusqu'à ce qu'il se taise enfin. Les 3 sujets survivants ont été lourdement attachés et transportés dans un centre médical, les 2 dont les cordes vocales étaient intactes, suppliant continuellement le gaz de les maintenir éveillés. Le plus blessé des 3 est emmené dans la seule salle d'opération chirurgicale de l'établissement. Au cours de la préparation du sujet à la réintégration de ses organes dans son corps, on a découvert qu'il était immunisé contre le sédatif qu'on lui avait administré pour le préparer à l'opération. Il s'est battu furieusement contre ses entraves lorsque le gaz anesthésiant a été utilisé pour l'anesthésier. Il a réussi à arracher la plus grande partie d'une sangle de cuir de 4 pouces de large à un poignet, même si le poids d'un soldat de 80 kg retenait également ce poignet.
Il n'a fallu qu'un peu plus d'anesthésique que d'habitude pour l'endormir, et à l'instant où ses paupières ont battu et se sont refermées, son cœur s'est arrêté. L'autopsie du sujet décédé sur la table d'opération a révélé que son sang contenait 3 fois plus d'oxygène que la normale. Les muscles qui étaient encore attachés à son squelette étaient gravement déchirés, et il s'était cassé 9 os dans sa lutte pour ne pas être maîtrisé. Le deuxième survivant avait été le premier du groupe de 5 à se mettre à crier. Ses cordes vocales détruites, il était incapable de supplier ou de s'opposer à la chirurgie, et il ne réagissait qu'en secouant violemment la tête en signe de désapprobation lorsque le gaz anesthésiant était approché de lui. Il a secoué la tête pour dire oui lorsque quelqu'un a suggéré à contre-cœur de tenter l'opération sans anesthésie, et n'a pas réagi pendant les 6 heures qu'a duré l'opération, consistant à remplacer ses organes abdominaux et à tenter de les recouvrir avec ce qui restait de sa peau. Le chirurgien qui présidait l'opération a déclaré à plusieurs reprises qu'il était médicalement possible que le patient soit encore en vie. Une infirmière terrifiée qui assistait à l'opération a déclaré qu'elle avait vu la bouche du patient se recourber en un sourire à plusieurs reprises, chaque fois que ses yeux rencontraient les siens. À la fin de l'opération, le sujet a regardé le chirurgien et a commencé à respirer bruyamment, essayant de parler tout en se débattant. Estimant qu'il s'agissait de quelque chose de très important, le chirurgien a fait chercher un stylo et un bloc-notes pour que le patient puisse écrire son message. Il était simple. Continuez à couper. Continuez à couper. Les 2 autres sujets ont subi la même opération, sans anesthésie. Ils ont toutefois dû recevoir une injection de paralysant pendant toute la durée de l'opération. Le chirurgien a estimé qu'il était impossible de réaliser l'opération alors que les patients riaient continuellement. Une fois paralysés, les sujets ne pouvaient que suivre des yeux les chercheurs présents. Le paralysant a été éliminé en un temps anormalement court et les sujets ont rapidement essayé de s'échapper de leur lien. Dès qu'ils ont pu parler, ils ont réclamé le gaz stimulant. Les chercheurs ont essayé de leur demander pourquoi ils s'étaient blessés, pourquoi ils s'étaient arrachés les tripes et pourquoi ils voulaient qu'on leur administre à nouveau le gaz. Une seule réponse a été donnée. « Je dois rester éveillé. Je dois rester éveillé. » Les liens des 3 sujets ont été renforcés et ils ont été replacés dans la chambre en attendant que l'on détermine ce qu'il faut faire d'eux. Les chercheurs, confrontés à la colère de leurs bienfaiteurs militaires pour avoir manqué les objectifs déclarés de leur projet, ont envisagé d'euthanasier les sujets survivants. Le commandant, un ancien agent du KGB, y a vu un potentiel et a voulu voir ce qui se passerait si on les remettait sous gaz. Les chercheurs s'y sont fermement opposés, mais ils ont été déboutés. Pour se préparer à être nouveau enfermés dans la chambre, les sujets ont été connectés à un moniteur EEG et leurs harnais ont été rembourrés pour un confinement à long terme. À la surprise générale, les 3 sujets ont cessé de se débattre dès qu'on leur a annoncé qu'ils allaient de nouveau être soumis au gaz. Il était évident qu'à ce stade, ils luttaient tous les 3 pour rester éveillés. L'un des sujets qui pouvait parler fredonnait bruyamment et continuellement. Le sujet muet tendait ses jambes contre les liens de cuir de toutes ses forces, d'abord à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche, pour trouver quelque chose sur quoi se concentrer. Le sujet restant se tenait la tête hors de l'oreiller et clignait rapidement des yeux. Ayant été le premier à être câblé pour l'EEG, la plupart des chercheurs surveillaient ses ondes cérébrales avec surprise. Elles étaient normales la plupart du temps, mais il arrivait qu'elles s'arrêtent de façon inexplicable. On aurait dit qu'il était en état de mort cérébrale à plusieurs reprises, avant de revenir à la normale. Alors qu'il se concentrait sur le papier qui défilait sur le moniteur d'ondes cérébrales, seule une infirmière a vu ses yeux se fermer au moment même où sa tête allait toucher l'oreiller. Ses ondes cérébrales ont immédiatement évolué vers un sommeil profond, puis se sont stabilisées pour la dernière fois, tandis que son cœur s'arrêtait simultanément. Le seul sujet qui pouvait encore parler commença à crier pour être enfermé. Ses ondes cérébrales présentaient les mêmes fluctuations que celles d'un sujet qui vient de mourir après s'être endormi. Le commandant donne l'ordre de sceller la chambre avec les 2 sujets à l'intérieur, ainsi que 3 chercheurs. L'un d'entre eux a immédiatement sorti son arme et a tiré à bout portant entre les 2 yeux du commandant, puis a braqué son arme sur le sujet muet et lui a fait sauter la cervelle à son tour.
Il a pointé son arme sur le sujet restant, toujours attaché à un lit, tandis que les autres membres de l'équipe médicale et de recherche quittaient la pièce. « Je ne veux pas être enfermé ici avec ces choses, pas avec vous !» hurle-t-il à l'homme attaché sur la table. « Qu'est-ce que vous êtes ? Je dois le savoir !» Le sujet sourit. « As-tu oublié si facilement ?» Le sujet demande. « Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui se cache en chacun de vous, implorant d'être libéré à chaque instant dans votre esprit animal le plus profond. Nous sommes ce dont vous vous cachez dans vos lits chaque nuit. Nous sommes ce que vous endormez dans le silence et la paralysie, lorsque vous vous rendez dans le havre nocturne où nous ne pouvons pas marcher. » Le chercheur a marqué une pause, puis il a visé le cœur du sujet et a tiré. L'électroencéphalogramme s'est aplati, tandis que le sujet s'étranglait faiblement. On était presque libre. Les spécialistes du folklore qui ont examiné le mythe des expériences russes sur le sommeil et écrit à son sujet ont souligné que l'efficacité de cette histoire et sa propagation virale peuvent être attribuées non seulement à son apparente crédibilité, mais aussi plus précisément à des angoisses latentes au sein de la société sur des questions telles que les horreurs de la guerre et les atrocités commises pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'à l'appréhension des capacités des armées étrangères. Il est souvent noté que dans l'ensemble des histoires de creepypasta, la majorité des histoires concernant des scientifiques et des expériences néfastes sont liées soit à l'Allemagne nazie, soit à la Russie soviétique. Alors que de nombreuses histoires creepypasta sont clairement influencées par des traditions folkloriques plus anciennes, ce qui rend l'histoire Les expériences russes sur le sommeil si troublante et horriblement plausible, c'est sa proximité avec la vérité. Alors que de nombreux mots et articles ont été consacrés à la destruction de ce mythe, il est un fait que des horreurs similaires ont été commises par des gouvernements sur leur propre population, et que ces incidents ont sans aucun doute influencé la formation de cette mythologie particulière. En suggérant que les événements relatés se sont déroulés à la fin des années 1940, et en ajoutant des photographies d'époque en noir et blanc, les auteurs placent ces événements fictifs dans la même décennie que les atrocités réelles de l'Holocauste. Si le récit des expériences sur le sommeil peut sembler tiré par les cheveux dans la plupart des contextes, la plupart des lecteurs s'interrogeant sur la validité éthique et morale d'une telle recherche, il reste dans le domaine du possible, si l'on considère que des crimes similaires, voire bien pires, ont été commis à l'encontre de sujets involontaires au nom de l'avancement à cette époque. En outre, si l'on considère les expériences forcées et les recherches médicales effectuées par les nazis sur des sujets involontaires, on comprend mieux pourquoi les lecteurs ont du mal à rejeter cette histoire d'emblée. Certaines réelles expériences ont défrayé la chronique, comme par exemple celle de Joseph Mengele, qui a jugé bon de coudre des paires de jumeaux vivants l'un à l'autre. Les expériences russes sur le sommeil, ou l'expérience russe sur le sommeil, voire The Russian Sleep Experiment en anglais, reste l'une des créations creepypasta les plus marquantes et les plus obsédantes, non seulement en raison de l'efficacité de sa fiction, mais aussi parce qu'elle frôle d'un peu trop près l'effroyable vérité. Je ne sais pas comment ma femme est tombée enceinte. Lorsque mon urologue m'a annoncé que j'étais stérile, je ne savais pas comment j'allais l'annoncer à ma femme. Nous essayions en vain depuis un certain temps. Nous voulions tous les deux des enfants. J'étais fils unique et j'ai toujours voulu avoir une poignée d'enfants. Je n'étais jamais allé à l'église, mais à ce moment-là, j'ai fait une prière pour demander à mon médecin de se tromper. À la maison, je suis resté devant la porte d'entrée et j'ai respiré profondément. J'ai ouvert la porte et il y avait des ballons partout. Est-ce que j'avais oublié notre anniversaire de mariage ? Dans la cuisine, ma femme souriait jusqu'aux oreilles. Elle se tenait sous une banderole qui disait « Je suis enceinte ». Je n'arrive pas à y croire. Quoi, tu es sûre ? Oui, j'ai fait 5 tests, j'en suis sûre. Tu es enceinte ? On a enfin réussi. Elle m'a serré fort dans ses bras et a posé ma main sur son ventre. Il n'y avait qu'une seule réponse. Si elle était vraiment enceinte, alors elle devait me tromper avec quelqu'un.
J'aurais pu l'accuser sur le champ, lui dire que ce que mon urologue avait dit, mais cela ne me suffisait pas. Je voulais trouver le fils de pute qui avait fait ça, peut-être même le tuer de mes propres mains. Les mois ont passé. Des rendez-vous chez le médecin, des échographies. Je la surveillais comme un faucon. Il n'y avait aucun signe d'infidélité. Est-ce qu'il s'agissait d'une aventure d'un soir ? Je me suis demandé si je ne devais pas simplement vivre et oublier. Après tout, j'aimais beaucoup ma femme. Peut-être pourrions-nous élever cet enfant comme nous l'avions toujours voulu. Alors qu'elle était enceinte de près de 9 mois, j'ai vu un SMS sur son téléphone. Il n'y avait pas de coordonnées. Le SMS disait « J'ai besoin de te voir. Le bébé sera bientôt là. C'est le moment. » C'était forcément le mec avec qui elle me trompait. J'ai fait tout ce qui était en moi pour ne pas devenir violent. Au lieu de cela, je me suis fait porter pâle au travail. J'ai attendu devant la maison pour suivre ma femme. En peu de temps, elle a pris sa voiture et est partie. Je l'ai suivie jusqu'à la sortie de la ville où elle s'est garée devant une maison délabrée. Elle a franchi la porte d'entrée comme si l'endroit lui appartenait. J'aurais dû attendre dehors pour voir le type, mais j'étais furieux. Après m'être préparé, j'ai franchi la porte d'entrée. À l'intérieur, ma femme était nue sur une grande table en bois, respirant bruyamment et poussant de toutes ses forces. La seule lumière provenait des bougies. Il y avait au moins 10 autres personnes ici, toutes vêtues d'étranges robes rouges avec des capuches. « Voilà enfin son mari qui arrive », a dit l'un des hommes en robe. Mais c'est quoi ce bordel ? Puis, sans que je m'en aperçoive, 4 des hommes en robe m'ont attrapé par les bras et m'ont rapproché de ma femme. « L'âme de Satan ne peut entrer dans l'enfant sans un sacrifice humain. Tu es un fils unique non baptisé. Ton sang apportera l'antéchrist. » Ils ont sorti des couteaux et m'ont poignardé à plusieurs reprises, frottant le sang sur ma femme. Je gisais immobile sur le sol, à 2 doigts de la mort, quand j'ai entendu les cris d'un nouveau-né.